Bonjour et bienvenue dans Diagonale TV, spécial grand champion de l'histoire du jeu d'échecs avec Jérôme Maufra. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors dans cet épisode des grands champions, on va voir un joueur qui a défrayé la chronique dans les années 60-70. Oui. C'est Grigorić, le Yougoslave. Grigorić, le Yougoslave, Svetozar de son prénom. Donc grand joueur d'attaque. Grand joueur d'attaque, grand joueur de tournoi aussi. Ouais. Il a remporté de nombreux tournois quand il était au fait de sa puissance. Notamment, je crois qu'il a gagné 5 fois à Stings. Il a gagné à Mar del Plata, à Manille, à Lone Pine, aux États-Unis. Mais il n'a jamais été en mesure de disputer la couronne mondiale. Bizarrement, c'était plus un joueur de tournoi qu'un joueur de match. Oui, alors il fait partie de cette école yougoslave. On sait que les Yougoslaves avaient d'ailleurs leurs ouvertures à eux, je veux dire, parce qu'il y avait des ouvertures yougoslaves, il y avait un style de jeu yougoslave avec, et surtout des joueurs qui cherchaient l'attaque avant tout. C'était vraiment des purs attaquants qui ont un peu initié ce mouvement comme ça des échecs dynamiques. Hein. Ils cherchaient ça, c'était des joueurs, quoi. Ils cherchaient le jeu. Ils étaient très joueurs et en plus ils étaient portés par un public de fans parce que la Yougoslavie était le pays au monde où il y avait la plus forte densité de joueurs et où les spectateurs étaient les plus férus de jeux d'échecs. Hein. Il y a de nombreuses anecdotes qui relatent que, notamment pour le Fischer Spassky de 72, Belgrade avait été ciblé. De 92. Non, de 72 déjà. Ah, 72 déjà, ouais, d'accord. Belgrade avait été d'abord ciblé parce que ça convenait à Fischer de jouer en Yougoslavie parce qu'il savait que les gens étaient des vrais fans d'échecs et ça ne le dérangeait pas de jouer du côté des soviétiques, même si la Yougoslavie était plus ou moins indépendante dans la sphère des pays satellites de l'Union soviétique, mais il savait qu'à Belgrade, il aurait un public fervent qui aimait l'attaque. Ouais. Donc c'est un pays où les échecs sont une vraie religion. Hein. Il n'était pas rare que dans les journaux sportifs yougoslaves, il y ait des parties qui soient retranscrites et que les joueurs fassent la une. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, pour ça je parlais de 92, le match revanche Fischer-Spassky qui a eu lieu 20 ans plus tard, a eu lieu à Belgrade, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Alors, petite anecdote sur la popularité des échecs en Yougoslavie. La légende raconte que Ljubojević, un autre grand joueur yougoslave, disputait un tournoi à Mar del Plata. Donc il y avait un grand décalage horaire avec la Yougoslavie. Et l'équivalent yougoslave du journal L'Équipe a décalé son horaire de sortie pour pouvoir retranscrire la partie de Ljubojević. Donc au lieu de sortir à 8h du matin, ils ont fait paraître leur numéro à 10h du soir pour pouvoir avoir la partie de Ljubojević et la donner à leur lecteur. Ouais. On imagine si L'Équipe aujourd'hui décalait sa sortie pour une partie de Maxime Vachier-Lagrave. Oui, ou d'Étienne Bacrot, de Laurent Fraissinet. Donc ça montre la ferveur qu'il y avait en Yougoslavie autour du jeu d'échecs à l'époque. D'accord. Grigorić. Il naît, alors il naît dans un tout jeune pays, puisqu'il naît en 1923, 5 ans après la fin de la guerre et 5 ans après l'éclatement de l'Empire austro-hongrois. Donc il naît dans un tout jeune royaume qui s'appelle le royaume des Croates, Slovènes et Serbes. En fait, c'est le nom officiel de la Yougoslavie au départ, quand Pierre Ier en est le premier souverain. Et Grigorić naît dans une famille très très pauvre, une famille yougoslave très très pauvre. Il perd son père très très jeune aussi. Et il va découvrir les échecs, mais ce n'est pas sa seule activité. Il est aussi très fort en thème à l'école, il est très fort en sport aussi, et il se distingue notamment par des performances sportives. Il est même convié à la fête de son école pour être mis en valeur, en tout cas pour recevoir Pierre II de Yougoslavie, le jeune souverain qui a le même âge que lui. Il fait partie des jeunes gens qui vont faire des performances sportives devant le nouveau souverain. Et il est tellement pauvre qu'il se cache un petit peu de Pierre II parce que ses vêtements sont à moitié déchirés et il n'ose pas se montrer au roi qui a le même âge que lui. Et voilà, il en tire sûrement une volonté de s'élever, une rage de vaincre qu'il va conserver, notamment dans ses victoires en tournoi. D'accord. Alors après, comment il démarre sa carrière ? Alors il démarre sa carrière d'abord, je ne l'ai pas précisé, mais il est tellement pauvre qu'il se fabrique un jeu d'échecs avec des bouchons de bouteilles de vin. D'accord, lui-même quoi. Lui-même, il se sculpte les pièces avec un plateau récupéré, etc. Et puis il se débrouille comme ça. Il est rapidement repéré parce qu'il a bien sûr des qualités, mais il est né en 1923 et quand la guerre éclate, il est au moment où il devrait exploser et se consacrer uniquement aux échecs. Et malheureusement, la Yougoslavie est prise dans la Seconde Guerre mondiale. Dès 1939, d'ailleurs, la Yougoslavie n'existe plus tout à fait en tant que telle, puisqu'il y a une partie, la partie croate, le Banat, a obtenu
sous la pression d'Hitler, d'être séparé de la Yougoslavie pour y créer un État fasciste qui est un État satellite en fait du Troisième Reich. La Yougoslavie est en partie démembrée pendant la Seconde Guerre mondiale. Gligorić est enrôlé de fait dans les partisans, les résistants yougoslaves, mais il n'est pas très très fort au combat. Et finalement, il a la chance de tomber sur un capitaine qui est féru d'échecs et qui l'exemple de combat jusqu'à la guerre. Pour jouer avec lui. Pour jouer avec lui, et puis il le laisse aller disputer quelques petits tournois. Donc Gligorić continue à jouer, ce qui lui permet dès 1950 d'avoir le titre de maître international. Et dès 1951, très rapidement après, le titre de grand maître international. Et là, sa carrière est lancée. Il est très très jeune encore. Et il poursuit en parallèle deux carrières. On peut dire qu'il est aussi organisateur de tournois, puisqu'il y avait peu de tournois dans la Yougoslavie de l'époque. Donc il organise beaucoup de tournois dans l'après-guerre. Et il a aussi une bonne plume, donc il fait aussi un petit peu de journalisme. Donc c'est un homme assez complet et qui, au-delà de ses victoires en tournoi, a ensuite tenu des rubriques dans des revues d'échecs et dans des journaux. Ce qui lui a permis de continuer le journalisme tout en continuant à s'intéresser aux échecs. Et il a bataillé avec les plus grands de ces années-là, des années 60, 50, 60, 70, c'est-à-dire les Fischer, les Tal, les Spassky. Il les a tous rencontrés, notamment au cours des Olympiades, puisqu'il a mené l'équipe de Yougoslavie aux Olympiades à des résultats que la Yougoslavie n'avait jamais eu jusque-là. Je crois qu'ils ont dû être 2e ou 3e des Olympiades dans les années 60-70. Notamment grâce à Gligorić, qui a emmené aussi cette génération dans laquelle ensuite il y a eu Ljubojević. Donc il a été un instigateur fort des échecs yougoslaves. Donc on va voir quelques photos de Gligorić. Alors voici une première, l'homme à la moustache ici. Donc il est sans doute en train de regarder une partie là d'ailleurs, on voit bien son regard. Oui, c'est vraisemblable. Alors il était connu aussi pour être assez élégant. Alors c'est peut-être en réaction à son enfance un petit peu pauvre, il a ensuite voulu s'élever aussi bien dans la société que éventuellement le montrer qu'il avait atteint un certain statut social. Il a été connu pour être très élégant et aussi être très très pacifique avec ses adversaires. Il disait toujours, moi je ne joue pas contre des adversaires, je joue contre les pièces. C'est le titre de son autobiographie. Donc on va voir une autre photo. Alors ici, on le voit, il est à gauche, c'est ça? Là, il est à gauche. Ce sont, je crois, c'est un tournoi à Oberhausen ou peut-être même les Olympiades. Il joue contre Ludek Pachmann. D'accord, donc on voit la pendule mécanique à l'ancienne. Pendule mécanique de l'époque. On voit aussi que les parties devaient être relativement longues parce que je crois qu'on devine une pâtisserie et puis une boisson chaude. Oui. Donc il était nécessaire de se ravitailler. Oui, alors on voit, il y a un trait au milieu, mais c'est pas un trait, c'est une corde. Et voilà, c'est une corde parce que souvent dans les grands tournois comme ça, les grands joueurs sont protégés un peu du public parce que le public peut s'approcher bien sûr, mais pour éviter qu'ils soient trop près et qu'ils gênent trop les joueurs, on met des cordes quand même pour éviter qu'ils s'approchent trop près du jeu. Donc c'est des cordes qu'on voit souvent, un peu c'est une sorte de ring en fait, souvent dans les grands tournois comme ça, les grands maîtres sont isolés des autres joueurs par une corde qui fait un peu protection et qui fait ressembler l'arène des premiers échiquiers à une sorte d'arène de boxe. Alors ici une troisième photo, alors c'est pas Gligorić sur cette photo, alors qu'est-ce que c'est que cette photo? Alors cette photo, à gauche, c'est un sculpteur yougoslave assez célèbre à l'époque qui s'appelait Miković et qui est en train de sculpter le buste de Bobby Fischer qu'on a reconnu à droite. Alors forcément dans ces années-là, l'ombre de Fischer est omniprésente parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Fischer né en 43, je crois. En 43. Et donc à 15 ans, il est déjà grand maître. Donc c'est les années Gligorić aussi. Donc c'est deux joueurs d'ailleurs qui ont bataillé. Ça fait partie de la même génération. Et on ne peut pas parler d'échecs dès ces époques 50, 60 et 70 bien sûr encore. Sans parler de Fischer, il y traîne toujours. Donc, il traîne toujours. Voilà. Alors là, ce qui est amusant, c'est que le sculpteur n'aura pas terminé à la fin de la séance de pause le buste, et c'est Gligorić lui-même qui va l'apporter aux États-Unis en personne à Bobby Fischer. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est que ce buste a été ramené, donc ça veut dire qu'ils étaient amis. Oui, ils avaient des relations amicales, et puis comme j'ai dit, Fischer aimait beaucoup la Yougoslavie, il aimait y jouer, il savait que les gens étaient de fervents joueurs et il y était bien reçu.
Ouais. Il faut rappeler quand même que la Yougoslavie faisait partie du camp soviétique, mais avec un certain statut d'indépendance par rapport à d'autres pays satellites. Ils étaient assez indépendants, notamment du fait que ce sont les partisans yougoslaves qui ont libéré la Yougoslavie et pas l'armée rouge. Ouais. Ce qui a permis à Tito d'avoir une assise après la Seconde Guerre mondiale, lui permettant peut-être pas de traiter d'égal à égal avec Staline, mais en tout cas de montrer une certaine indépendance. Donc la Yougoslavie a toujours eu un statut un petit peu particulier, et ce qui fait que Fischer s'y sentait sûrement aussi assez bien, puisqu'il y avait un petit peu plus de liberté que dans les autres pays de l'axe de l'Union soviétique, des pays alliés de l'Union soviétique. Voilà, donc on va revenir maintenant sur le plateau, puisqu'on va passer à notre partie du jour, qui va être une partie de Grigorić. Alors ici joué, on va passer sur cette partie. Très belle partie, vous allez voir, magnifique, une partie d'attaque, une partie tendue. Et c'est une partie qui a lieu en 1969, donc il est en pleine forme à ce moment-là, parce qu'il est peut-être au sommet de son art. Oui, on peut considérer qu'il est au sommet de son art entre 1965 et 1975, oui, grosso modo. C'est ça. Donc on est au cœur de sa carrière. Il a été quand même, je ne l'ai pas rappelé, il a quand même été 11 fois champion de Yougoslavie. Oui. Donc il a aussi une très forte longévité. Il a eu son premier titre de champion de Yougoslavie en 1947 et son dernier en 1971. Oui, forcément, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, il joue, pas face à n'importe qui, puisqu'il joue avec les Noirs, face à Viktor Korchnoi. Alors Viktor Korchnoi, lui, est encore un peu jeune, puisqu'il va finir par arriver en finale du championnat du monde en 78, donc 9 ans plus tard, et il jouera la finale face à Anatoly Karpov et encore une nouvelle finale en 81. À Merano. Toujours face à Karpov, donc Korchnoi est en plein essor, c'est quand même un des joueurs qui monte, un des joueurs dont on sent que ça va devenir un très très grand du jeu d'échecs. Donc il est déjà très fort, Korchnoi, 69. Qui est déjà très fort et qui est un joueur qui est assez tard venu aux échecs. Il n'a pas été grand maître à 15 ou 16 ans, il a été beaucoup plus tard, et donc sa maturation a été plus lente aussi. Ouais, il était un excellent, formidable combattant, Korchnoi. Il joue encore aujourd'hui en 2012, il est toujours actif. Oui, il est toujours actif, il a encore... il fait partie de l'équipe suisse. Il fait partie de l'équipe suisse et il y a eu un match jeune talent contre vieille légende très récemment à Genève. Ouais. Et Korchnoi a encore réussi à gagner des parties contre des grands maîtres internationaux. Ah oui, le petit gamin, là, il mange tout cru, c'est le vieux lion. Le vieux lion, on l'appelle d'ailleurs. Oui, il a plus de 80 ans, c'est... Une longévité absolument exceptionnelle pour... on y viendra, Korchnoi bien sûr, dans les grands champions, c'est un morceau qu'on ne peut pas ignorer. Et donc ce grand champion Korchnoi qui rencontre le grand champion de la journée, celui de cette émission, Grigorić, et vous allez voir, c'est parti avec le coup D4. Cavalier F6 de la part de Grigorić, C4, et on rentre avec G6, ça y est, dans une ouverture de type indien, on veut jouer fou G7, on peut encore jouer une Grunfeld avec D5, on va voir ça va être le coup suivant, cavalier C3, et ça y est, fou G7. Alors après fou G7, on est dans une ouverture est indienne, alors pourquoi est? Parce que le fou est développé à l'est, contrairement à l'ouest indienne où on joue E6 et fou B4, on met le fou à l'ouest. Alors c'est inversé puisqu'on a les noirs. En général on voit la partie du côté blanc, mais vu qu'on regarde Grigorić aujourd'hui, on ne peut pas ne pas regarder du côté noir. Donc ici on a mis fou G7 et après E4 qui est le coup normal puisque les noirs n'ont pas empêché la poussée centrale, c'est-à-dire qu'on est dans le jeu hyper moderne ici, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas les menaces positionnelles entre guillemets ici d'occupation massive du centre de la part des Blancs, mais on contre-attaque. On contrôle à distance. À distance, c'est-à-dire qu'on va contre-attaquer ce centre. On va jouer D6 plus tard et puis on va contre-attaquer. On va jouer E5, on va jouer C5. En fait, on laisse les Blancs occuper le centre. Bien sûr, ça leur donne plus d'espace, mais c'est aussi une cible. Et oui, parce qu'avoir un centre aussi puissant, c'est aussi une responsabilité, puisqu'il faut le défendre. Il faut le défendre, exactement. Et c'est une conception qui est née dès les années 30. Même Alekhine laissait quelquefois les joueurs avancer 3 pions, voire 4 pions dans certaines parties, pour justement miner ce centre, notamment avec des pions du côté, les pions C, les pions F, pour mettre à mal ce centre. Puisque constituer ce centre nécessite aussi de le défendre. Voilà, de le défendre. Mais alors, d'un côté, si on ne le contre-attaque pas de façon virulente, on va se faire étouffer. Voilà, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, il faut donc faire très attention. Donc D6,
typique. Alors D6 c'est fait pour tout de suite contenir les éventuelles velléités de pousser. Si on pousse, on va affaiblir ces pions là par contre. Puis on prend, on échange les dames avec échec, et puis après on a des soucis de faiblesse. On peut jouer après cavalier G4 qui menace F2, et le pion E5 est perdu. Donc ça peut aller très vite. Il faut éviter de faire n'importe quoi avec les blancs ici. Il ne faut pas se précipiter. Donc il faut continuer à se développer tranquillement avec cavalier en F3. On développe, regardez, les cavaliers avant les fous. On prépare fou E2, on prépare le petit roc, et on s'occupera plus tard des manœuvres à adopter en fonction du jeu des noirs. Donc petit roc, fou E2. Et là, tout de suite, ça y est, contre-attaque. Alors c'est classique. Alors on pourrait se dire, que les blancs pourraient prendre en E5, mais après prise et cavalier prend, en fait, on peut échanger les dames, et puis les noirs pourraient par exemple se venger sur le pion E4, puisque après cavalier prend, eh bien le fou prendrait le cavalier. Donc c'est très dangereux pour les blancs d'imaginer qu'on gagne un pion ici, on ne gagne pas. Et surtout, on prend du temps à prendre un pion pendant que les noirs vont violemment contre-attaquer derrière. Je vous assure que ce n'est pas une bonne idée. On ne va pas rentrer dans les subtilités de l'ouverture ici, ce n'est pas le but. Mais petit roc. Ici, cavalier C6. Alors maintenant, on ne peut même plus prendre véritablement le pion puisqu'il est protégé. Alors, il y a un côté un peu provocateur de ce coup, parce qu'on invite quasiment les blancs à venir harceler le cavalier en jouant le coup qui semble naturel, D5. Mais c'est le coup que fait effectivement Korchnoi. Effectivement, là on menace avec les noirs d'aller faire des échanges au centre et de mettre la dame sur une position où elle est vis-à-vis du fou, ce qui est toujours désagréable. Donc la tentation est forte de jouer le coup suivant, D5, ce que Korchnoi fait. Et les noirs ont volontairement poussé les blancs à D5 parce qu'il n'y avait plus de tension ici. Donc ça veut dire que maintenant ce pion E5 est extrêmement solide, on a donc une phalange de pions ici solide, et tout de suite, comme les phalanges de pions sont imbriquées, elles sont stables, et comme elles sont stables, on peut déjà regarder vers où on regarde. Alors regardez ici, on regarde vers là, c'est-à-dire qu'ici, avec cette construction ici, cette phalange de pions vise les rois, donc notamment là, on a la case F4, pourquoi pas mettre un cavalier H5, cavalier F4. On peut aussi attaquer la base ici de cette chaîne de pions par le fameux coup F5, classique dans cette opposition, il faudra d'abord bouger le cavalier F6, mais comme on a verrouillé le centre est stable, et comme le centre est stable, on peut attaquer sur les ailes. A contrario, les blancs, eux, ont une phalange de pions ici qui regarde de ce côté-là, donc on va attaquer à l'aile dame, sur la base de la chaîne adverse, c'est-à-dire ce pion D6, voire ce pion C7. Avec des plans à base de B4, C5. Voilà, B4, C5, ou même sans B4, on peut envisager les C5 aussi. Et c'est l'idée, c'est d'ouvrir le jeu de ce côté-là avec les tours et d'envahir le côté dame. Donc voilà, le théâtre de la partie est un peu campé, c'est un peu les grandes idées de cette ouverture. C'est une ouverture qui bloque le centre et qui invite chacun des camps à attaquer du côté opposé. Donc c'est toujours des parties souvent violentes, celles où on attaque des côtés opposés. C'est vrai dans les parties siciliennes, avec un petit roc et un grand roc, mais aussi dans les parties fermées où on roque du même côté, parce que quand le centre est fermé, on peut plus facilement envisager de pousser les pions de son propre camp, de son propre roi notamment. On n'a pas trop peur, puisque le centre empêche finalement des attaques de déstabilisation centrale, justement. On ne peut pas attaquer au centre. Très difficile. Donc, cavalier E7. Donc, tout de suite, on a un cavalier en E7. À noter que ce cavalier, déjà, peut contrôler cette case ici, c'est-à-dire aide à la poussée F5, peut aider un peu à la poussée F5. Parfois, c'est un cavalier, on va aussi parfois jouer roi H8, on va le mettre en G8, et il va aider à ce que le fou vienne ici sur cette case. Parce que ce fou, il est souvent puissant dans les stendiennes, parce que tôt ou tard, on arrive à faire des échanges centraux, ce pion saute, mais si ce pion ne saute pas, il est bouché. Donc parfois on le fait vivre en passant par H6. Ça arrive aussi. Bon, on n'en est pas là. Cavalier D2. Donc cavalier D2, alors l'idée de cavalier D2 est simple, c'est qu'en jouant ce coup, bien déjà avec ça on contrôle les cases blanches, ça peut être bien, mais surtout on contrôle le 4, on surprotège la case de 4, ça veut dire que tôt ou tard, quand les noirs joueront F5, on n'a pas peur, on peut reprendre. Et aussi, ce cavalier aidé par la poussée B4 peut venir en B3 pour appuyer une poussée C4, C5. C4, C5, on prend D6, on met la tour en C1, on envahit C7 et on grappe tous les pions. C'est ça, c'est le plan. C'est le plan, c'est l'idée. De toute façon, les blancs, on va le voir, vont jouer à l'aile dame.
Voilà. Donc après cavalier D2, les noirs ici jouent cavalier D7. Là, ils préparent tout simplement la poussée F5. Alors on Comme on prépare, l'a il y a deux idées avec cavalier D7. On prépare F5, mais aussi on a un petit œil sur C5. Hein, c'est-à-dire que là, pour les blancs, c'est difficile de pousser C5 tout de suite. Alors ça constitue, cette case C5, un avant-poste pour le cavalier. Il a un seul défaut, cet avant-poste, c'est qu'il y a encore un pion qui peut chasser le cavalier. Alors oui, alors ça peut parfois dans certaines ouvertures esténiennes être un avant-poste, mais disons que là, effectivement, il y a B4. On est Il y a d'accord. B4. Mais c'est surtout qu'il empêche C5. Et il empêche Voilà. C5. Mais on évitera d'y aller parce qu'on va se faire chasser avec gain de temps. Mais parfois, dans certaines ouvertures esténiennes, on peut le jouer en attaquant E4 et après, il faut le consolider par le coup A5. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Il est plutôt ici, il contrôle et surtout, bon, il laisse la poussée F5. Peut-être souvent, même il revient tout de suite après pour continuer la pression sur E4. Hein. Il ne reste pas longtemps ici. D'autant qu'ici, il bouche un peu l'avenir du fou C8. Hein. Mais en attendant, il a un petit œil là-dessus et ça empêche les idées de C5 immédiates. Hein. B4. Alors B4, pourquoi pas, mais C5 reste impossible. Pion, pion et on prend. Donc on a gagné un pion, ça ne va pas. Ça empêche au moins le cavalier de s'installer Voilà. en C5. Alors, une idée des fois pour les noirs ici, c'est de jouer à 5. Hein. L'idée d'A5, c'est que les blancs ne peuvent pas jouer à 3. On veut garder le pion ici pour garder la pression ici, bien sûr. Hein. On ne peut pas jouer à 3 puisque prise, et la tour ici prend la tour. Donc ça ne va pas. On ne peut pas protéger du pion. Et en cas de prise des blancs en A5. Alors si on prend A5, le problème c'est qu'on ne contrôle plus C5. Voilà, maintenant c'est un véritable avant-poste pour le cavalier. Ah oui, maintenant on peut envisager effectivement de venir en C5 puisque là, il n'y a plus rien pour les blancs. Alors le problème c'est qu'après ça, comment les blancs vont attaquer là? C'est pas simple. Hein. S'il y a un cavalier en plus qui vient là. Alors souvent les blancs ici jouent dans ce cas-là le coup fou A3 avec l'idée qu'en cas de prise, c'est le fou qui joue le rôle d'attaque de la case C5. Donc en conjonction avec un cavalier B3, on pourra jouer C5 quand même. Et on a aussi en cas de B6 la possibilité de jouer A4, A5. Bon, c'est pas l'idée de la partie ici qui s'est jouée puisque Glioric a choisi de ne pas jouer ce genre de coup. Souvent d'ailleurs l'idée d'essayer de freiner l'attaque ne fait que la renforcer. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. C'est-à-dire quand même en faisant cette opération, on ouvre la colonne B, ça peut donner des idées supplémentaires aux blancs. Donc il ne s'occupe pas de ça, Glioric, il joue F5. Voilà, ça y est, il joue F5. On considère que l'heure est venue de jouer ce coup de libération. Voilà, coup d'attaque surtout. Coup d'attaque et de libération. On voit qu'à l'aile dame, il y a des manœuvres, mais il se dit qu'il vaut mieux essayer d'aller plus vite de son côté plutôt que d'essayer de restreindre les manœuvres de son adversaire. C'est un jeu effectivement d'attaque de côté opposé. Pendant que l'adversaire attaque, il faut essayer d'attaquer plus vite de l'autre côté. Nous, on a un roi à viser. Si on arrive à faire mat, tant pis si on perd une pièce. Hein. De l'autre côté, donc les blancs doivent faire attention. Il ne suffit pas d'attaquer ici parce que là-bas, c'est plus grave. Il y a quand même un roi derrière. Même si c'est lent, on voit bien que c'est lent. Parce que là, les pions sont quand même loin d'attaquer le roi. Alors à noter aussi que souvent les noirs ont un plan d'attaque à base de F4 et puis on pousse les autres pions, mais ça ne marche que si les blancs ont poussé le pion à F3, ce qui arrive des fois pour protéger E4. Hein, mais oui, c'est important parce que les noirs ont besoin d'une cible dans la chaîne de pions blanches, et si le pion F3 n'est pas poussé, il n'y a pas de cible. Bon, il n'y a pas de cible, c'est-à-dire imaginons les pions F4 et G4 et après il n'y a toujours pas de possibilité de briser. À noter que d'ailleurs avec cette batterie fou dame, c'est dur de pousser G4. Il va falloir le préparer, ça va être long. Donc, pour l'instant, le coup F5 est fort, mais il faut garder l'attention à E4 tant que ce coup F3 n'a pas été joué. Hein, il faut donc essayer de l'augmenter, et par exemple par cavalier F6, on va revenir à F6. Alors, on y va, cavalier B3. Donc là, logique, cavalier B3, on augmente la pression sur C5. Voilà. Et on a gardé le fou en C1 pour avoir un petit œil sur ce côté-là. Bon, pourquoi pas. On aurait pu envisager de laisser le cavalier aussi en D2 et de jouer le coup fou A3. Fou A3 qui protège aussi l'attaque C5 par transparence. Hein, prise et le fou contrôle C5. Et là, Glioric ne traîne pas, il ne joue pas le coup cavalier F6 qui est envisageable. Il prend tout de suite en E4. Voilà, il ne traîne pas. Alors, les noirs parfois attendent avant de prendre E4, c'est responsable de prendre E4 puisque... Là on peut craindre du côté noir quand même fou G5, maintenant qu'il n'y a plus le cavalier en D2. C'est vrai, on peut éventuellement craindre fou G5, mais fou G5 se heurterait peut-être à H6, on a envie de pousser les pions de toute façon, donc c'est pas forcément extrêmement gênant pour les noirs, le fou G5, d'avoir la possibilité de pousser les pions pour chasser le fou. S'il prend E7, on a donné quand même un fou face à un cavalier, et puis
on a des pions noirs qui peuvent continuer à avancer. Donc, bon, mais c'est un thème, hein. On peut l'envisager. Alors, F prend E4, cavalier prend E4. Alors voilà. Alors, les blancs ont intérêt maintenant à garder. Ils ont mis le cavalier ici. Bon, il n'est pas venu en 3 fois, c'est pas vrai. Il est venu ici. Alors, ici, maintenant, attention, les blancs ont intérêt à garder une pièce ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un fou là qui dort. Pouf, avec une tour derrière. Et ce fou, son seul désir moyen-long terme, c'est de pousser E4 pour se libérer, pour augmenter son rayon d'action. Donc les blancs ont tout intérêt dans ce type de partie à verrouiller la case E4. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que les noirs peuvent augmenter la pression par cavalier F6, par fou F5, et la case E4 est sous pression. C'est d'ailleurs ce que fait Grigorich tout de suite. Exactement, cavalier F6. On va le faire tant qu'il est chaud et on essaye de se débarrasser de ce cavalier E4. Voilà. Et surtout de libérer la case E4. Pour libérer la case. Alors là, pas évident. Qu'est-ce qu'on fait? Alors si on joue des coups comme ça, c'est possible, mais on a moins de contrôle de la case G4. C'est un thème, la case G4 aussi, hein, parce que regardez, très vite, on peut envisager des cavaliers G4. Si ce cavalier vient en F5, pourquoi pas, et des dames H4 avec des attaques. Donc on a quand même envie d'avoir l'œil le plus longtemps possible sur cette case. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si on joue F3, c'est possible. Mais alors, si on joue F3, on a affaibli un peu les cases noires. Ça peut être un thème. Et puis, on a donné un point ici, pourquoi pas, ici d'action, ou simplement, encore, les noirs peuvent prendre un E4. Et après la prise ici, eh bien, c'est pas forcément le mieux pour les blancs non plus, puisque eux-mêmes n'ont plus la mobilité qu'ils avaient en E4, hein, puisque là, c'est bloqué. Bon, ceci dit, pour les noirs, c'est le fou là qui est mort. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres. Bah oui, c'est ça. Donc tout de suite, c'est pas très bon. Voilà. Donc ici, c'est pour ça que c'est pas forcément bien de mettre le cavalier là, parce qu'on a envie d'avoir les deux cavaliers finalement qui se remplacent. Les cavaliers sont meilleurs bloqueurs que les fous. Hein, voilà. De toute façon, donc ici en E4, dans l'idéal, il vaut mieux qu'il y ait un cavalier qu'un fou. Ouais. C'est la meilleure pièce à poster devant un pion adverse. Une autre idée, c'est de jouer dame C2, mais si on joue dame C2, cavalier prend, dame prend, et fou F5, avec gain de temps, on sort le fou, on attaque la dame. Donc c'est pas clair là de savoir quoi faire. Sur fou D3, ouais, c'est possible, fou D3, mais alors sur fou D3, on n'empêche pas cavalier F5, après il y a cavalier D4 ici, le fou empêche la dame de contrôler la case D4, hein. Il y a aussi ça, hein. C'est qu'on a la case D4, il ne faut pas oublier qu'elle est contrôlée par transparence par le fou, c'est aussi une case centrale faible, et donc un point d'appui pour les noirs. Bon, voilà, cavalier G3, considération générale, cavalier G3, et maintenant cavalier F5, voilà, ça y est, c'est l'heure, hein. Donc cavalier F5, bah, on vise la case D4, hein. On vise la case D4, on vise aussi de jouer E4 peut-être un peu plus tard avec le fou qui se réveille ici sur la tour. Donc on voit que les cases noires du centre sont affaiblies et le coup cavalier F5 augmente la pression. Cavalier prend F5, il a compris, Korchnoi, il élimine ce cavalier qui met pression sur le centre. Cavalier prend F5, et là il y a deux prises possibles. Alors, dans son livre Mes 60 meilleures parties, souvent Fischer dit qu'il faut prendre avec le pion G, mais ceci dit, il ne le fait jamais. Alors, il le dit dans l'analyse, mais il ne le fait pas dans la partie. Alors pourquoi prendre du pion G? Ça peut paraître étrange de débarrasser son roc, de priver son roc d'un bouclier. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on ramène un pion vers le centre, on contrôle la case 4. Et on a la colonne G ouverte. Et on ouvre la colonne G, ça peut être un thème aussi, puisqu'on peut jouer tour F7 et après fou F8 par exemple pour protéger D6 et protéger C5 en transparence. On peut mettre la tour en G7 et attaquer le roc. On a deux pions aussi en F5, G5 qui peuvent s'avérer mobiles. Voilà. Mais il y a des contres pour les blancs, puisqu'on peut jouer F4. F4 qui empêche la mobilité des pions et qui pose une question au pion central. S'il pousse, eh bien on n'a plus de case D4, on va être obligé d'y mettre un cavalier. Les blancs pourront y mettre un cavalier, ils pourront, avec le fou B2, avoir une belle diagonale aussi d'attaque. Donc tout ça s'estime et c'est pas clair de savoir s'il vaut mieux prendre du pion ou du fou. Bon, donc il choisit de prendre du fou, ça se faisait pas mal. Donc l'avantage de la prise du fou, c'est qu'on surprotège la case E4, donc on va pouvoir jouer E4 sans craindre trop d'être pris au moment voulu, et ça va libérer la puissance du fou. Donc là, les noirs ont un fou G7 potentiellement libre, puisqu'on peut jouer E4 à tout moment. Il n'est plus enfermé derrière ses propres pions. Voilà. Maintenant, pour attaquer le roc blanc, c'est moins clair aussi. Parce qu'on n'a plus de pions d'attaque extrêmement forts. Fou E3. Donc fou E3.
On développe le fou, on contrôle la case C5 une fois de plus, et la poussée devient de plus en plus possible, disons, d'actualité. Le seul petit problème des Blancs ici, c'est qu'ils semblent avoir un petit peu de retard dans leur plan, puisqu'on a dit qu'il y en avait un qui attaquait à l'aile roi, l'autre à l'aile dame. Korchnoi n'a pas encore poussé C5, alors que Grigoric a déjà poussé F5. C'est vrai. Et qu'il a, il a quand même l'initiative. Il y a l'initiative, mais il n'y a pas de marée de pions en route, en fait, disons. C'est-à-dire que voilà, le problème, c'est que là, pour l'instant, là, on ne voit pas trop où les pions pourraient attaquer. Il n'y a pas eu d'affaiblissement. C'est-à-dire que Korchnoi n'a pas affaibli son camp. La position est encore équilibrée. H5, alors voilà, on y va. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, H5, eh ben, on veut essayer d'attaquer quand même un peu. Donc, on prend de l'espace, on joue H5. Alors, H5 va permettre... Permet cavalier G4 ou une fou G4 pour échanger les fous et ensuite attaquer ce fou E3 qui embête les noirs. On peut effectivement envisager cavalier G4 qui pose la question au fou E3 où va le fou. Exactement, tout à fait. On consolide la case G4. D'ailleurs, Korchnoi joue maintenant F3, ça y est. Alors, le problème d'F3 quand on a joué H5, c'est qu'on n'attaque plus le pion H5 avec fou dame, donc on peut envisager, pas tout de suite parce que là le fou E3 contre la cage G5, mais on peut envisager plus tard de jouer G5, G4 qui est typique de l'Est indienne pour ouvrir le jeu, notamment sur la colonne G. En jouant G4, on peut envisager après des prises ici ou parfois même de jouer G3. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de tactique après pour jouer G3 qui affaiblit le roc blanc et qui peut s'avérer extrêmement dangereux avec une attaque de mat. Bon, on n'en est pas là, mais ça donne... un point d'appui. Ouais, c'est responsable, le coup F3 est responsable, il bouche ce contrôle. Mais alors l'intérêt d'F3 aussi, c'est qu'on a un œil sur E4. Voilà. Mais ça peut être aussi... on peut pousser E4 avec un échange, ça échangerait ce pion potentiellement faible en jouant E4. En jouant E4, on est déconnecté des autres pions, puisque le pion D6 ne peut pas venir l'aider. Bon, mais là au moins on peut l'échanger et ça peut libérer totalement le jeu noir. Dame D7. Alors, Dame D7, l'idée Dame D7, elle est simple, connecter les tours, et notamment venir en E8. En E8, on va aider à la poussée E4. Les noirs ont l'avantage au centre. C'est-à-dire que là, l'attaque sur l'aile Dame n'a pas encore eu lieu, et le centre non plus, il n'a pas vraiment réussi à bloquer le centre, Korchnoi, ou il ne l'a pas fait en tout cas, il ne l'a pas fait du tout. Dame D2, donc là, Korchnoi lui aussi lit ses tours, très important. Et puis bon, ben là, ça rend le coup G5, G4 difficile, parce que là maintenant, pour protéger la cage G5, même cage G7 ne suffit pas, il faudrait jouer fou F6, et puis c'est long, quoi. C'est long pour essayer de protéger G5 et de pousser. Donc Dame D2 est un bon coup, très clairement. B6, alors un coup logique par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire B6 augmente le contrôle noir sur C5. En cas de C5, d'ailleurs, à noter que pion prend et le pion D5, attention, peut être en prise. Alors attention, parce qu'il y a quand même le roi ici, il y a des clouages possibles, mais ça reste une possibilité. A4, alors là c'est classique maintenant aussi. On a joué B6, en jouant B6, on donne la possibilité au blanc d'attaquer la chaîne de pions. À chaque fois que vous poussez un pion, c'est aussi l'offre d'une cible à l'adversaire, hein, donc c'est toujours responsable. Hein. Il y a un joueur hyper moderne des années 30 disait que E4, le premier coup blanc, était déjà suicidaire. Oui, parce que c'était la fin des blancs, ils avaient déjà poussé un pion, donc ils étaient déjà en danger. Oui, c'est vrai. Donc tour à E8, donc maintenant bon, les noirs se disent, c'est moi, c'est pas mon camp ici, c'est plutôt, regardez, hein, c'est plutôt les blancs qui sont en possibilité d'attaquer là, donc moi je ne veux pas rester en défense. Je vais là où je suis fort. Et où c'est que je suis fort? Au centre et sur l'aile roi. Hein, là, on voit se dessiner la poussée E4. Hein. Oui, on voit se dessiner la poussée E4. Regardez comme elle est bien préparée avant d'avoir lieu. Il ne se presse pas pour le faire. Maintenant, c'est au blanc de jouer. Donc logique, hein, A5. Alors, quelle est l'idée d'A5? Elle est simple, bien sûr. Maintenant, on profite du fait que les noirs ont joué B6 pour pouvoir prendre en B6 et faire une invasion. Parce que si on arrive à mettre la tour ici en 7e, on voit tout de suite que c'est très embêtant, c'est toujours embêtant de toute façon. La dame est en vis-à-vis, donc on ne pourra pas reprendre du pion C en B6 ou en... Oui, puis on a même un pseudo-sacrifice de fou en B6, puisqu'il y aura le pion C7 qui sera cloué. Exact, on pourra menacer tout de suite fou prend B avec l'impossibilité de reprendre à cause de tour prend dame. Donc d'où l'idée d'envahir de ce côté-là. Donc c'est l'heure pour Grigoric à son tour, vu que les blancs sont en contact à l'aile dame, de faire son propre contact, à la fois à l'aile roi parce qu'on touche le pion F3 et au centre puisqu'on a préparé la poussée E4
qui n'a pas pu être contenue par Korchnoi. Il n'a pas trouvé les moyens d'empêcher cette poussée. C'est ce que je disais. Souvent, les Blancs essaient d'éviter, d'enlever leurs pièces de 4 pour éviter cette poussée, qui ici, on voit plus, regardez, c'est ce fou. Il va falloir faire attention. Dès que le cavalier bouge, eh bien, la tour est perdue. Et ça serait une qualité, et une qualité, c'est grave. Surtout dans une position comme ça qui va se simplifier et arriver dans une finale avec une qualité de moins, c'est pas bon. Donc, pion prend B6. Et là, regardez, coup intermédiaire, pion prend F3 d'abord, c'est-à-dire que là, on ne laisse pas au blanc, ici, on ne prend pas le temps de reprendre ici, on prend tout de suite là, on menace de prendre le fou E2, donc ce n'est pas le moment avec les blancs de jouer les héros. Là. On pourrait envisager, quoique, on peut envisager pour les blancs. Ça se réfléchit, je le regardais. On y réfléchit, tour prend A7, c'est tout à fait possible. Imaginons que les blancs fassent tour prend A7, c'est envisageable, pourquoi pas. C'est pas l'air très très bon, mais pion prend E2. Alors le problème, c'est avec dame prend E2, on n'a pas envie parce que la dame serait clouée sur la tour. C'est-à-dire que le fou, là, on pourrait jouer simplement cavalier G4 et il semblerait que le fou soit perdu, ou quasi perdu. Mais sur dame E2, on peut jouer tour E1, et puis les blancs gardent une menace ici sur le pion C7. Donc si par exemple on joue un coup comme ici, on peut envisager cavalier G4, attaque le fou E3, pourquoi pas. C'est pas mal ça quand même. Bon, on a tour prend C7 en attendant. Mais... Ouais. Voilà, tour prend C7. Alors admettons tour prend C7. Et simplement, on peut prendre, oui, ça fait beaucoup de matériel parce qu'on prend le fou et si tour prend, ça fait fou prend. Et regardez, 1, 2 tours pour la dame et on a 3 pièces contre tour et fou avec une position forte. Bon, c'est jouable, c'est jouable. Le pion C4 qui est en prise, ça sera difficile pour les blancs quand même. Ouais, c'est jouable, surtout pour les noirs, parce que là, ils sont extrêmement actifs avec la menace. Surtout que la tour E1 ne peut pas prendre le pion E2 à cause de tour F1 mat. Tour F1 mat, attention, là il y a une grosse menace en F1, donc c'est très dangereux quand même pour les blancs de faire ça. Donc, après prend B6, E prend F3, mais c'est bien de le regarder un peu pour voir ses possibilités. Fou prend F3, et maintenant, ça y est, je reprends tranquillement à prendre B. Donc, logique, vous voyez, tout est logique, ça y est, la pénétration. Vous voyez l'idée, c'est que la dame est attaquée en transparence, c'est-à-dire que la menace blanche, c'est de faire fou prend B6, très important, on ne peut pas reprendre à cause de tour prend dame. Et alors si on perd un pion B6, vous voyez que la marée de pions blanches devient forte. Donc il faut faire quand même attention. Donc il va falloir créer des contre-menaces suffisamment fortes pour contrebalancer cette pression, et c'est ce que fait Grigorich avec le joli cavalier E4. Alors, cavalier E4, c'est bien, ça attaque au centre, la dame est attaquée, ça centralise, à noter que ça libère aussi le potentiel du fou G7. Donc, dame C1, bon, logique de la part de Korchnoi, pourquoi pas, il ne veut pas donner son fou. Pourquoi il ne veut pas donner son fou? Parce qu'évidemment, s'il prend, eh bien, il affaiblit son roc, puisqu'il n'a plus de défenseur des cases blanches. On peut envisager tour prend, avec pourquoi pas un doublement des tours plus tard. On peut envisager pourquoi pas fou prend aussi, et puis on commence à faire pression sur les cases blanches. Suivi de dame G4, éventuellement. Suivi de dame G4, effectivement. Donc il faut faire attention. Mais on n'empêche pas, attention, il y a cette menace qui est toujours là. Donc, fou G4 de la part de Grigorich qui se lance à fond dans la bataille. Fou G4, il veut essayer d'éliminer ce défenseur du roc, parce que l'idée de Grigorich, c'est d'attaquer le roi. Parce que de toute façon, de ce côté-là, il va perdre du matériel, à cause de cette tour qui est extrêmement bien placée. Fou prend G4 de la part de Korchnoi, et dame prend. Alors ça c'est bien, dame prend. Voilà. On lâche par contre le pion C7. Ça c'est le danger, bien sûr. Dame prend, crée un peu de pression, bien sûr, de la pression sur le roi, mais on ne voit pas tout de suite comment on peut profiter de ça, même s'il y a du jeu, bien sûr. Alors attention, le fou E3 est presque en l'air, avec la tour derrière. Il faut que la dame reste à la défense. Ce fou est actif, donc il y a des possibilités tactiques pour les noirs. Alors notamment des coups comme ici, regardez, cavalier C3 et pouf, échec au roi, fourchette. Royal, exact. Donc tour prend C7 de Korchnoi qui dit, écoute, à toi, j'ai quand même pris un pion. C'est vrai. Donc il faut, avec Grigorich maintenant, continuer son attaque. Alors c'est typique de l'Estanienne. Oui. C'est-à-dire que là maintenant c'est mat ou meurt. Il faut que les noirs prouvent. Ah oui, il faut que les noirs prouvent que leur attaque est forte, sans quoi
sans quoi c'est foutu, hein, parce que là ils viennent de perdre un pion essentiel, le deuxième pion ici est perdu, et après la marée de pions l'emporte. Voilà, la finale serait perdue. Voilà, donc là c'est mat ou meurt, ou à la limite échec perpétuel. Parfois c'est le genre de partie qui finit en échec perpétuel, c'est-à-dire un échec auquel on ne peut pas se soustraire, et dans ce cas-là c'est parti nul. Alors là, il faut faire attention aussi pour les noirs à une menace très concrète, c'est tour prend G7. Et effectivement, bravo, bien vu. Ouais. Tour prend G7 échec, roi prend, et ensuite, tu voulais Fou dire échec. sans doute fou échec, et la tour est prise, et on fait un échange généralisé avec la tour F1. À la fin, ça fait égalité en échange, mais il n'y a plus de pièces pour attaquer, et comme on l'a dit, c'est les blancs qui ont le matériel en plus. Voilà, plus on va échanger de pièces et plus cette majorité blanche à l'aile dame va peser lourd dans le résultat final. Oui, s'il n'y avait plus que les rois, le pion de plus gagne. Donc moins il y a de pièces, plus l'avantage d'un pion est criant. Mais on n'en est pas là, et Grigorić a une vraie attaque, c'est-à-dire qu'après fou E5, il y a une pression qui augmente terriblement. Regardez, ça y est, il commençait à y avoir ici des possibilités d'attaque et peut-être même de mat. Regardez par exemple fou prend H2, roi prend, dame échec, roi G3 et cavalier G3. Et comment on empêche dame H1 mat, hein, parce que la colonne F est contrôlée par les noirs. Même si on fait un échange de tours, c'est une tour qui reprend. Et on voit mal comment les noirs peuvent éviter le mat en H1. Donc une menace de sacrifice en H2 est là, elle existe, et ça craint. Alors la défense de Korchnoi est très subtile. Alors, dame 1, non, fou D4, pardon. Fou D4, c'est après dame 1. Fou D4. Ici, fou D4. Donc fou D4, ben, l'idée de Korchnoi est simple, si tu prends H2, roi prend, dame échec, roi G1, sur cavalier G3, attention, avec le fou, je contrôle G7, et c'est moi qui fais échec. Je suis obligé de venir en H1, et j'ai ce qu'on appelle le fameux échec à la découverte. On va faire la variante pour vous montrer. Imaginons fou prend H2, pourquoi pas. Regardez, dans ce cas-là, roi prend H2. Imaginons un coup comme dame H4 échec, roi G1, et avec l'idée cavalier G3. Alors cavalier G3 a l'air très fort puisque je menace mat. Le roi blanc ne peut pas fuir en F2 à cause de la tour. Et en plus, je menace aussi dame cavalier E2, échec au roi et prise de la dame. Mais c'est au blanc de jouer. Regardez. Pouf, échec. Aïe. C'est plus que échec à la découverte en fait, c'est mat. Puisque ici, alors regardez, le fou contrôle la tour, donc je n'ai pas le choix avec le roi, je ne peux pas prendre la tour, il n'y a aucune pièce qui peut prendre la tour, je suis obligé de venir en H8. Et dame H6. Et oui, dame H6, il y a aussi dame H6 mat. Plaf, échec et mat. Vérifié. C'est mort, donc on est mat un coup avant, donc ça ne marche pas. Et oui, il faut être précis. Donc fou D4 est fort. Mais Grigorić a tout vu. Ouais, donc en fait, fou D4 a l'air fort, mais regardez. Mais il y a un petit coup intermédiaire, c'est l'échange des tours en F1. Tour F1 échec. Alors peut-être l'intérêt de tour F1 échec, c'est que déjà, en cas d'échec, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut venir là maintenant, et non plus aller en H8. Et là, que font les blancs? Si roi prend, on va s'exposer à un échec le long de la colonne F. Alors si roi prend F1, il faut qu'on regarde, Si roi prend F1, on peut envisager, ah oui, c'est encore mieux. Même fou prend. On peut imaginer. Fou prend H2. Fou prend H2 échec. Non, fou prend H2, pas d'échec, mais regardez, on empêche le roi de revenir. Donc ce qui fait que là, on crée la menace tour F1 suivi du mat. Cavalier G3 mat. Cavalier G3 échec, pardon. On peut menacer aussi cavalier G3 échec, roi F2 et dame 2 mat. Donc il y a une menace de mat. Et si les blancs jouent tour G7, il faut le faire. On peut jouer roi F8. Donc il n'y a pas d'autre menace pour les blancs là. Que font les blancs? Et la menace ici, par contre, reste. On menace cavalier G3, échec. La tour empêche le roi de venir, donc il faut venir en G1, et c'est mat. Donc que font les noirs? Que font les blancs? Il n'y a pas de coup. Essayons d'imaginer un coup comme. Alors, dame 3, par exemple, il suffit de faire cavalier échec et on gagne la dame. Imaginons. Il n'y a rien en fait, on ne peut rien faire. On ne peut pas empêcher cavalier G3, échec, suivi du mat. Ce fou est très fort, il empêche le roi de revenir. En fait, ce roi est pris entre à la fois le fou à gauche et la tour à droite, donc il est coincé. Et comme le cavalier peut faire échec, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on sort le fou, on perd la tour. Voilà. Donc faire échec ne sert à rien. Quoi faire d'autre?
Imaginons qu'on essaie de sortir le roi de cette impasse, roi E1. Et bien dans ce cas-là, regardez, c'est très joli. Cavalier F2, échec, par la tour. Et que font les blancs? On peut envisager quoi? Sur fou, E3, c'est cavalier D3, pouf, la dame est perdue, c'est même pas la peine. Donc si on revient en F... Alors si on va, on ne peut pas venir ici, parce qu'il y a le cavalier et la dame. Si on vient ici, en D2, eh bien c'est mat quasiment tout de suite. Par dame, E2, échec, roi C3, il n'y a plus de case pour le roi, il suffit de faire un échec et c'est mat. Ben, il suffit de faire cavalier E4 et c'est mat. Ça c'est très beau. Il n'y a pas de case. Et il est pris d'ailleurs à noter, il est pris par le pion B4 là, le fameux. Oui, c'est le pion B4 qui a tout gâché. C'est là qu'on voit que l'attaque, il manque un coup quoi. Voilà, c'est le coup de retard de Korchnoi. Voilà, donc, et s'il revient ici en... Non, c'est beau, c'est une belle combinaison. S'il vient en F1, dans ce cas-là, le mat va aller extrêmement vite dame aussi. E2. Dame E2, mat. La dame est protégée ici par la tour, et c'est mat. Vous voyez, ça se joue à un coup, parce qu'à un coup près, c'est l'autre qui est mat. Donc surtout, on prend F1 échec, on ne peut pas prendre avec le roi, à cause du très puissant faux prend H2, qui a l'air de rien, du fait qu'on a échangé la tour, on a une case de fuite pour le roi noir. Et sur dame prend F1, il y a quelque chose d'embêtant, c'est que la dame ne peut plus venir en H6 comme tout à l'heure pour venir faire échec et mat. Alors sur dame prend F1, effectivement, on n'a plus dame H6. Oh, ceci dit, on n'a pas envie de mettre le roi sur l'attaque du fou. D'ailleurs, c'est la partie, on va voir. Donc Korchnoi voit que roi prend ne marche pas, donc il fait dame prend. Il se dit, bah, c'est bon, je m'en sors. Sauf que tour F8, on a le fou E5, il n'y a pas de tour G7 de toute façon dans cette position. Donc tour F8, attaque la dame. Bon, c'est pas grave, on va revenir avec la dame sur une autre position. Par exemple ici, il vient en A1. Il aurait pu venir en C1, il recrée la pseudo-menace. Enfin, le problème n'est pas là. Le problème est que dame F4, et c'est le fameux mat du pouf du côté. Le fameux mat du pouf. Le fameux mat du côté échec, avec derrière, sur roi F1, toujours pareil, il y a cavalier G3, ou alors il y a dame H1, et il faut se mettre en vis-à-vis. À noter que fou prend E5 ne fonctionne pas, parce que le fou blanc qui est en D4 protège la case F2. Et sur fou prend... Ah oui, à noter que le fou contre la case F2, effectivement, sur fou prend... On a dame F2 échec. Dame F2 échec, on est protégé à la fois par le cavalier et par la tour F8, il faut venir en... H1. Et on a ici le fameux... Mat du pouf couloir. Mat du pouf couloir, exactement. Le pouf couloir ici, parce que dame F1 échec, dame prend, et après ici c'est simplement tour prend, échec et mat. Je suis coincé par mes propres pions qui font le fameux couloir. C'est un petit couloir ici. Parfois il y a les 3 pions et le roi est là, mais là c'est 2. C'est le mat du couloir. Donc vous voyez, c'est tour 1, dame A1, donc dame F4. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la menace, c'est quoi? C'est dame prend H2, mat, puisque la tour ici protège. Il ne reste pas grand-chose. Il ne reste qu'un seul coup, c'est G3. Et là, on se dit, c'est pas mal G3, parce que je ne peux pas jouer dame F2 échec, il y a le fou. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ma dame? Faites-vous la main, c'est ça? En fait, très simplement, cavalier prend G3, on fait sauter le dernier défenseur, la menace, c'est cavalier F2 échec, suivi de dame prend H2 mat. Que font les blancs? Si les blancs jouent le coup fou prend E5 ici, simplement on joue dame F2 et c'est mat. Puisque le cavalier protège la case H1 qui est la seule case de fuite. Voilà, on protège la case H1, le roi ne peut pas bouger. Donc cavalier G3, menace, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Alors on va revenir, c'est mat ici, et en fait Korchnoi abandonne sur ce magnifique cavalier prend G3. Donc vous voyez comment l'attaque, il faut être précis, parce qu'à un coup près, c'est les blancs qui gagnent et ça se joue sur le fil du rasoir. C'est souvent le cas des attaques de côté opposé. Mais vous avez vu que l'attaque du côté dame n'est pas la même que celle du côté roi. Du côté roi, c'est mat, du côté dame, c'est gain d'un pion. Le gain matériel, c'est moins bien que le gain du roi. Et ça crée des menaces autrement plus urgentes. Alors on va essayer de voir simplement, puisqu'on a fait tour prend, tour F8, en voyant qu'est-ce qui se passe si la dame revient sur sa case en C1. Parce qu'on avait vu tout à l'heure, on a vu Korchnoi a joué le coup dame A1. Mais dame C1, ça revient là, à noter que ça contrôle la case F4, donc la possibilité de jouer dame F4 n'est pas là. Et en plus, il y a toujours cette menace potentielle de venir en H6 avec tour G7 échec si le fou allait faire un peu n'importe quoi sans faire gaffe. Donc comment les noirs ici auraient fini
la partie. Bah, fou prend D4, échec. Alors on peut faire fou prend D4, échec cette fois. Donc le cavalier reprend, hein, forcé. Et maintenant, regardez, il y a simplement... Tour F2 par voilà, exemple. c'est le plus simple. Tour F2. Donc il n'y a plus, de toute façon, il n'y a plus de menace d'échec ici de toute façon. Et tour F2, comment je fais maintenant pour parer la menace simple dame prend G2 mat? La question reste entière. À vous de jouer. Faites-vous la même. Alors à noter qu'on pourrait dire oui, peut-être échec, parce que si le roi monte, je refais échec et je ne peux pas aller me cacher en H6 puisqu'il y a la dame. Mais si je fais échec, regardez, la dame peut prendre simplement. Donc la dame est magnifique parce qu'elle attaque et en plus, elle protège la case C8. Alors si les blancs jouent G3, autre possibilité, il n'y a plus mat, bah, simplement dame H3. En jouant en H3, je contrôle toujours la case C8, donc l'échec n'est pas possible, je gagne une tournette, et je menace mat, et là comment je protège? Eh bien, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est mat. Donc abandon. Vous voyez, magnifique, hein? Très belle conclusion. Ouais, très belle attaque. Alors typique des Estendiennes et typique des joueurs d'attaque de cette époque qui avaient pour arme face à D4 l'Estendienne et face à E4 la fameuse sicilienne. Oui. Et c'est Grigoric fait partie des joueurs avec Fischer qui ont popularisé ce type de jeu qui est beaucoup plus agressif que les parties qu'on avait dans les années 50 avec notamment les Bronstein, les Botvinnik. Qui étaient beaucoup plus positionnels et qui faisaient de longues manœuvres de louvoiement avant que la situation ne s'éclaircisse et que les escarmouches tactiques finissent par faire la décision. Là, on a vraiment un jeu qui est orienté vers l'attaque, un jeu très tendu. Voilà, très tendu, où chaque coup vise vraiment d'essayer d'augmenter la pression au maximum. On l'a vu, puis on n'hésite pas à aller prendre les pions et à prendre des décisions. Et bon, ben, ici, c'est les noirs qui sont passés. Et puis, s'ils avaient fait une seule imprécision, s'ils avaient été bloqués dans leur attaque, c'est les blancs qui l'auraient gagné grâce à l'avantage matériel du côté dame. Magnifique partie de Grigoric, grand champion. Il faut voir les parties de Grigoric, ça fait partie des apprentissages nécessaires à la maîtrise du jeu. Je crois que c'est assez clair. Et Ljubojevic, qui est son successeur chez les Yougos, les fameux Yougos. Qui était un grand joueur de sicilienne aussi. Donc merci Jérôme de nous avoir accompagnés sur ce retour historique. Ça a été un grand plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour une autre émission sur les grands champions du jeu d'échecs dans Diagonale TV. Au revoir. Au revoir.